des esprits qui se rencontrent. Nombreux sont ceux qui s'autoproclament télépathes, mais aux yeux de la science, rien n'est encore prouvé. Ces jumelles affirment pouvoir communiquer par la pensée. Une mère soutient que la télépathie a sauvé la vie de ses jumeaux. Cet homme a été engagé par le gouvernement des États-Unis pour expérimenter l'espionnage par télépathie. Tout ceci n'est-il qu'une vue de l'esprit ou la télépathie existe-t-elle vraiment ? Notre enquête commence à New York. Lisa et Debbie Gantz tiennent une agence qui réunit des milliers de jumeaux. Une source intarissable d'anecdotes fascinantes, bien qu'invérifiables sur la télépathie. Beaucoup de jumeaux sont télépathes, ils ressentent la douleur ou le bonheur de l'autre. On a vécu des expériences. Lisa vivait en Australie. Je vivais en Australie, à l'autre bout du monde. Et moi, j'habitais à New York. Debbie vivait à New York. J'ai eu un grave accident de voiture sur une route isolée en pleine brousse. Sur une route sombre et déserte, Lisa percute une vache et perd le contrôle de sa voiture. À des milliers de kilomètres de là, Debbie aurait ressenti la détresse de sa sœur. J'ai dit à ma mère, il se passe quelque chose. C'est un sentiment étrange et indéfinissable. Avant même que j'aie pu prévenir qui que ce soit, Debbie avait déjà téléphoné à tous mes amis de Sydney. J'ai ressenti quelque chose d'intense, comme une douleur. Mais ce n'était pas ma douleur, c'était la sienne. Une douleur indescriptible. Il avait dû arriver quelque chose à ma sœur. C'est une illustration parfaite de ce qu'on appelle une intuition. Même quand on n'est pas ensemble, on partage nos expériences. Une connexion inexplicable nous relie. Quand Debbie sort avec un garçon et que tout se passe bien, je le ressens de chez moi. Super. Mais comment Debbie sait-elle qu'elle a ressenti cette douleur au moment exact où Lisa a été blessée ? Cette histoire est scientifiquement invérifiable. Elle ne constitue pas une preuve tangible de l'existence de la télépathie. Beaucoup de jumeaux disent partager certaines sensations, même lorsqu'ils sont séparés. Ils peuvent par exemple obtenir exactement les mêmes résultats à l'école. On nous accusait toujours de tricher pendant les contrôles. Les profs nous disaient « Vous avez les mêmes réponses et la même note ». Même pour le QCM, on répondait la même chose. Est-ce de la télépathie ? Une coïncidence ? Ou est-ce tout simplement normal pour deux personnes qui se ressemblent, qui sont de même niveau scolaire et qui vivent et étudient ensemble ? Pour certains, ces anecdotes de jumeaux ressemblent fort à de la télépathie. Mais bien souvent, elles ne résistent pas à une analyse approfondie. Nous allons faire passer un test linguistique à des jumelles. Ce questionnaire nous aidera peut-être à y voir plus clair. Marilyn Elkins, professeure d'anglais, supervise l'examen. Elle sépare 3 groupes de jumelles dans 2 pièces distinctes. Voici le test. Vous pouvez communiquer par la pensée avec votre jumelle dans l'autre pièce. Les jumelles Ashford sont persuadées de s'être transmis les réponses. On s'est concentré sur ce que l'autre pouvait penser et sur ce qu'elle répondrait. On écoutait nos pensées respectives. Si je ne connaissais pas la réponse, je lui demandais. De mon côté, je lui indiquais ce que je cochais et elle répondait pareil. On se parlait mentalement. Merci. Si ces élèves étaient dans ma classe, je me ferais du souci. Les tests ne sont pas tout à fait identiques, mais il y a des similitudes troublantes. Ce sont les jumelles Nadji qui obtiennent les meilleurs résultats. Parmi leurs réponses communes, il n'y a qu'une erreur. Les sœurs Ashford ont 10 réponses correctes en commun. Et elles n'ont que 2 erreurs. C'est là qu'on se pose des questions. Certains résultats sont peut-être troublants, mais ils n'ont pas de valeur scientifique.
Ayant des cerveaux et une éducation identiques, les jumeaux ont de fortes chances d'obtenir des résultats similaires. Pour qu'un tel examen soit fiable, il aurait fallu des systèmes de contrôle scientifique et une méthode expérimentale conçue pour exclure toute autre explication. En réalité, la croyance en la télépathie ne se fonde pas sur des recherches scientifiques, mais sur de simples anecdotes. Malgré tout, des histoires continuent à circuler. Des histoires qui semblent convaincantes, surtout pour les jumeaux qui les ont vécues. Il était 3 heures du matin. Je me suis réveillée pour aller aux toilettes et je me suis évanouie. Je me suis cogné la tête. Je suis restée inconsciente pendant 20 minutes. Je dormais profondément quand tout d'un coup j'ai entendu « Lisha, Lisha, Lisha ». Alors je me suis levée, je suis allée à la salle de bain et je l'ai trouvée étendue sur le sol. Elle s'était ouvert l'arcade sourcilière. Je l'ai emmenée aux urgences. J'ai ressenti qu'elle avait un problème. Je lui ai raconté mon rêve et d'un coup, elle m'a raconté la fin. J'avais fait exactement le même rêve. La seule différence, c'est que les rôles étaient inversés. J'ai eu un très grave accident de voiture. J'étais à 130 sur l'autoroute et j'ai percuté une voiture à l'arrêt. Elle a tout de suite su qu'il se passait quelque chose. J'ai ressenti une douleur ici. Elle m'était cassé le sternum et elle a eu mal à la poitrine. Ces récits font le bonheur de ceux qui veulent à tout prix croire en la télépathie. Mais au sein de la communauté scientifique, ils ont encore moins d'écho que les histoires de petits hommes verts. On confond souvent télépathie et coïncidence. Pourrait-on vérifier scientifiquement de telles anecdotes? Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que les tests de télépathie sont très difficiles à mettre en place. Une autre expérience plus structurée cette fois est organisée. Elle concerne 2 jumeaux. L'un d'eux est relié à des appareils qui mesurent ses signes vitaux. L'autre attend les yeux bandés. On le soumet à une série de stimuli. Les résultats enregistrés sont intrigants. Que signifie la réaction des jumeaux? Est-ce une forme de télépathie? Arrivera-t-on un jour à distinguer la fiction de la réalité? Les vrais jumeaux rapportent souvent des récits étonnants. Pourtant, personne n'a pu fournir la preuve que ces expériences ne sont pas le fruit du hasard. Examinons le cas de Richard et Damien Pauls, 2 jumeaux de 9 ans. Selon leur mère, ils communiquent par la pensée depuis leur naissance. Anna Pauls va jusqu'à affirmer que la télépathie a sauvé la vie de Damien. La première fois, ils avaient 3 jours. Je les allaitais tous les 2 sur mon lit. J'ai posé Damien à côté de moi, j'ai fait un petit creux dans l'oreiller pour le caler pendant que je changeais Richard. Richard s'est mis à pleurer, puis à hurler. On aurait dit qu'il était pris de convulsions. Son corps entier s'est mis à trembler. Je me suis dit, les jumeaux se font passer un message. J'ai regardé Damien pour vérifier, et il n'était plus là. Il avait roulé derrière moi sous les oreillers. Il étouffait. Il ne respirait plus et son visage était bleu. Je l'ai réanimé en lui faisant du bouche à bouche. Sans Richard, je pense que Damien serait mort. Était-ce de la télépathie? Anna en est persuadée. Je suis sûre qu'ils communiquent par la pensée. À l'école, les jumeaux ont les mêmes notes. Leur mère pense qu'ils partagent aussi leurs souffrances. Quand ils avaient 3 ans, Damien se plaignait d'avoir mal au genou. Et il s'est avéré que c'était Richard qui avait une infection du genou. De même, Richard avait très mal au dos, il en pleurait souvent, et en fait, on a découvert que Damien avait un rein atrophié. On va appareiller les jumeaux pour enregistrer des signes de télépathie. Ils seront séparés afin d'éviter toute communication physique. Ensuite, Damien sera soumis à une série de stimuli pour voir comment réagit son frère.
Guy Iseltine connecte Richard à un polygraphe que l'on appelle couramment détecteur de mensonges. Le polygraphe repère des changements physiologiques du corps invisibles à l'œil nu et les enregistre en temps réel. Des ceintures en haut et en bas du torse de Richard enregistrent les variations de sa respiration. Elles sont matérialisées par les lignes bleues au sommet de l'écran. Des électrodes mesurent le courant électrique à la surface de la peau. Il apparaît en vert à l'écran. Un brassard contrôle le pouls. Il indique les variations de la tension artérielle. C'est la ligne rouge à l'écran. Enfin, Richard porte des écouteurs pour éviter qu'il n'entende ce qui se passe dans la maison pendant l'expérience. En bas, Damien se concentre sur son frère en le dessinant. Je l'ai dessiné en train de shooter dans un ballon. Mais ton joueur, il s'ennuie là. Pourquoi t'as fait ça? Damien a sursauté. Sa réaction peut-elle engendrer une réaction chez son frère? Quand les assiettes se sont brisées, on a noté une accélération du rythme cardiaque, suivie d'une augmentation de l'impédance de la peau qui pourrait bien être significative. À l'étage, Richard se détend alors que Damien s'apprête à subir le deuxième test. Les yeux bandés, il doit attraper des bonbons dans un vase. Mais il découvre à sa grande surprise que le vase ne contient que de l'eau glacée. Oh, c'est gelé. Richard ne semble pas réagir, mais quelques temps plus tard, le polygraphe révèle qu'il prend une profonde respiration. La pression sanguine et le pouls changent eux aussi brusquement. Pendant le test, l'enfant a fait un mouvement brusque en prenant une grande respiration. Cela pourrait aussi correspondre à ce qui se passait en bas. Enfin, on surprend Damien en faisant éclater un ballon. Le polygraphe enregistre une modification des signes vitaux de son jumeau. On a fait 3 expériences et lors de ces 3 tests, le garçon a ressenti quelque chose. On pourrait y voir le reflet de ce qui se passait en bas. Les états émotionnels de Damien semblent provoquer une réaction inconsciente chez Richard. Mais de là à en tirer des conclusions sur la télépathie, tout d'abord, certains remettent en cause l'utilisation d'un polygraphe pour les tests de télépathie. En effet, l'appareil enregistre les fonctions vitales, mais cela n'explique pas ce qui se passe dans le cerveau. On peut ensuite se demander si les garçons étaient assez loin l'un de l'autre. Certes, ils étaient séparés, mais ils n'étaient peut-être pas complètement isolés. L'expérience a été réalisée dans une vieille maison. Richard était au grenier, derrière 2 portes fermées, 2 étages au-dessus de son frère. Pour autant, n'aurait-il pas pu entendre quelque chose ou sentir des vibrations venant d'en bas? Ce ne sont pas des conditions de laboratoire et de loin. Et que dire de l'interprétation? Dans une expérience si peu rigoureuse, l'opérateur peut être tenté de chercher des résultats favorables et d'ignorer d'autres indices qui ne collent pas. Une telle démonstration ne tient pas la route. Qui réussira à nous convaincre? Peut-être un homme qui a tenté d'espionner les ennemis des États-Unis par télépathie. Cet homme vit à San Francisco. Télépathe autoproclamé, il dit pouvoir lire dans les pensées de personnes qu'il ne connaît pas à l'autre bout du monde. Il a même été engagé par les services secrets de l'armée américaine. Joe McMonigal affirme pouvoir recevoir des informations d'un autre esprit grâce à une simple photographie de la personne en question. Il aurait découvert son soi-disant don alors qu'il combattait durant la guerre du Vietnam. Plus tard, après avoir vécu une expérience de mort imminente, il est recruté pour un programme de renseignement unique en son genre.
L'armée souhaitant utiliser la télépathie pour espionner engage McMonigle dans son programme nommé Remote Viewing, soit vision à distance. Aujourd'hui, il accepte avec enthousiasme le nouveau défi que nous lui proposons. La responsable scientifique du programme, Rachel Curran, sélectionne un certain nombre de sites autour de San Francisco. Ne connaissant pas la région, elle choisit les sites au hasard. McMonigle n'a jamais rencontré Rachel. À plusieurs kilomètres de là, il tente, dans une pièce fermée, de visualiser un des sites sélectionnés. Rachel Curran choisit 6 endroits et les photographie. Un petit port de plaisance, une carrière, Dumbarton Bridge, l'aéroport de Palo Alto, le stade de l'université de Stanford et un séquoia géant. Les photos des sites sont placées séparément dans 6 enveloppes. Elles sont ensuite confiées à un huissier jusqu'à ce que McMonigle se mette au travail le lendemain. J'ouvre le tiroir. Je sors les enveloppes qui sont restées dans le tiroir fermé à clé depuis hier. Personne n'a eu accès à ce bureau depuis qu'elles y sont. L'huissier choisit une photo en lançant un dé. On est ainsi certain que ni Rachel Curran ni Joe McMonigle n'a pu influencer le choix. On va voir quelle enveloppe est choisie. Voilà, c'est celle-là. Avant d'ouvrir l'enveloppe, Rachel ignore totalement quel site a été choisi. C'est la garantie qu'elle n'a pas pu donner d'indice sans le vouloir. Rachel se rend sur le site tiré au sort. Joe McMonigle va maintenant tenter de décrire ce que voit Rachel. McMonigle travaille depuis le bureau d'Ed May, un ancien collègue et ex-directeur du programme d'espionnage psychique. Aucun d'entre eux n'a la moindre idée de qui est Curran, ni où elle va. À 10h30, notre cible, nommée Rachel, est arrivée sur le site. La connaissez-vous? L'avez-vous déjà rencontrée? Non. McMonigle veut établir un contact télépathique avec Curran. Rachel, elle, va jouer le rôle de balise émettrice et McMonigle devra ressentir ce qu'elle voit. Elle est quelque part dans la baie de San Francisco. Je veux que vous décriviez l'environnement dans lequel elle se trouve. Il y a une demi-arche. Il y a quelque chose de sombre. Une sorte d'obscurité. McMonigle se donne une demi-heure pour décrire ce qui entoure Curran. Nous reviendrons vers lui pour constater la précision de sa vision à distance. En attendant, arrêtons-nous dans un laboratoire qui tente d'étudier la télépathie de manière scientifique. Une femme s'efforce d'ouvrir son esprit pour recevoir des images vidéo d'une collègue dans une pièce close, à plusieurs mètres de là. Cette expérience apportera-t-elle la preuve que la télépathie existe? Les vrais jumeaux semblent souvent réagir par télépathie à ce que l'autre vit. De telles expériences ont souvent été testées, mais les résultats n'ont jamais été concluants. Pendant ce temps, l'ex-agent secret Joe McMonigle clame toujours ses dons de télépathie. Une telle affirmation demande à être prouvée. Quelles expériences mène-t-on vraiment en conditions de laboratoire? Une visite à l'université d'Édimbourg nous aidera à y voir plus clair. Ici, des scientifiques travaillent sur un test connu sous le nom de Ganzfeld. Pour le réaliser, il faut un volontaire profondément détendu au bord de l'endormissement. Le docteur Paul Stevens dirige l'expérience. Depuis près de 10 ans, il travaille dans le service de parapsychologie de l'université où il étudie la perception extrasensorielle et la psychokinésie. Il tente de prouver l'efficacité de la parapsychologie. Ses travaux montreront peut-être la télépathie sous un nouveau jour.
On tente d'endormir tous les sens. Vous êtes baigné dans une faible lumière rouge, assis dans un fauteuil confortable. Vous écoutez un bruit blanc, un mixage uniforme de toutes les fréquences. On dirait le grésillement d'une onde radio ou plutôt une cascade lointaine, pour être plus poétique. Le but, c'est de vous relaxer jusqu'à la somnolence. Le cerveau aime repérer des schémas identifiables. Si on lui donne quelque chose qui est absolument dépourvu de schémas récurrents, il finit par se déconnecter. On crée un état de somnolence plutôt que de sommeil. À 25 mètres de là, une autre volontaire, l'émettrice, pénètre dans une pièce isolée et se prépare à envoyer des messages psychiques. Un ordinateur choisit au hasard un petit clip vidéo et le repasse en boucle. L'émettrice doit parvenir à transmettre ces images à la réceptrice. Au début, la réceptrice répond complètement à côté de la plaque. Aucune trace de télépathie. De l'eau qui coule dans une mare. Une sorte de lac. Un bruit de télévision en veille. Dans mon appartement, dans mon salon, étendu sur le canapé sous une couverture. C'est peut-être un hasard, mais peu à peu, la réceptrice semble se recentrer sur les images urbaines de la vidéo. Une rue bondée de voitures. De la pluie sur un parapluie. Je marche dans la rue devant un pub. Des voitures circulent. Je vois une voiture rouge. Mes jambes sont lourdes, très lourdes. Je sens vaguement la présence des voitures. Il y a un réservoir. Il y a des bras rétractés, des poings serrés. Je vois une voiture bleue, des klaxons. Je sens quelque chose de noir avec des maisons rouges au fond. Les descriptions de la réceptrice sont intrigantes. Mais le test ne s'arrête pas là. Durant toute l'expérience, l'émettrice entend les descriptions de la réceptrice. Des lumières jaunes. Je vois une voiture bleue, des klaxons. Quand la description correspond à la vidéo, l'émettrice tente de transmettre des ondes positives pour renforcer la pensée de sa partenaire. Chaque fois qu'elle le fait, elle appuie sur un bouton qui enregistre le moment exact où la pensée positive jaillit. La réceptrice, elle, porte au doigt des électrodes qui détectent les variations du courant électrique de la peau. Parfois, au moment même où l'émettrice presse le bouton, la réceptrice semble avoir une réaction physiologique. Réagit-elle vraiment aux pensées positives de l'émettrice ? Les résultats sont loin d'être concluants à 100%, mais Stevens pense qu'ils pourraient être révélateurs. Les réactions sont-elles aussi significatives qu'elles le semblent ? C'est une réaction très faible, mais quand on additionne les résultats de toutes les personnes testées, cela paraît probant. On ne trouve aucune autre justification à cette réaction. Mais Stevens parviendra-t-il à convaincre les plus sceptiques ? Dans ce genre d'expérience, ceux qui croient en la télépathie trouvent des résultats positifs. Mais si un réfractaire réalise le même test, il ne découvrira rien qui sorte de l'ordinaire. Cependant, en 56 expériences télépathiques, Stevens a relevé quelques réponses positives. Il pense que la publication des résultats apportera la preuve tant attendue. Il mène un combat titanesque contre une communauté scientifique extrêmement sceptique. McMonigle, lui aussi, connaît bien ce sentiment. L'expérience pour tenter de prouver ses dons télépathiques se poursuit. Il se concentre depuis 20 minutes et pense progresser dans la description du site qu'il doit trouver. J'ai l'impression qu'elle a dû se garer et passer sous un tunnel.
Une passerelle ou un passage souterrain. Il y a quelque chose d'énorme qui surplombe la scène, bien au-dessus de sa tête. Ed May, l'ex-collègue de McMonigle, l'aide à se reconcentrer sur Curran en lui montrant sa photographie. Elle joue le rôle de l'émetteur ou agent qui transmet son message au récepteur ou percipient. On a un jardin. Un jardin structuré. Il y a des allées. Une esplanade au centre. Des arbres. Il y a une espèce d'œuvre d'art au milieu. Très bizarre. Elle est plantée sur des graviers ou de la pierre. McMonigle énumère des éléments qu'il pense percevoir dans l'endroit secret où se trouve Curran. Il se concentre intensément pendant près d'une demi-heure. Il dit recevoir des images, mais se révéleront-elles exactes? En un coup de téléphone à l'équipe de tournage, on situe Rachel Curran. L'endroit n'est pas révélé à McMonigle que l'on emmène auprès de Rachel. Pour vérifier de son côté la précision des descriptions de McMonigle, Ed May effectue un test parallèle. Alors que McMonigle part à la rencontre de Curran, il tente de découvrir le site secret en comparant les différentes photos aux notes de son collègue. Je dois examiner chacun de ces sites et tenter de trouver celui qui correspond le mieux aux notes de Joe McMonigle. Le Dumbarton Bridge, du gravier ou de la pierre, une tour. J'ai dû passer la planche. À la fin de sa séance, McMonigle a rédigé une liste de caractéristiques qui, selon lui, définissent le mieux l'endroit où se trouve Curran. Énorme, lourd, un haut surplomb. C'est quelque chose de gros que Rachel ne pouvait regarder sans lever la tête. Il a donné quelques indications sur la taille de l'objet. Il y a de la pierre, un lourd surplomb, une sorte d'arche. J'en élimine un presque d'emblée. Enfin, May dispose les photos dans un ordre décroissant de probabilité. Voici le Dumbarton Bridge, une carrière, l'aéroport de Palo Alto, le port de Redwood City, le stade universitaire, le parc national de Methuselah. Je pense que c'est celui-ci qui est le plus probable. Numéro 1, le Dumbarton Bridge. En ne se servant que des notes de McMonigle et d'un jeu de photos, May opte pour le Dumbarton Bridge. C'est justement là qu'on emmène McMonigle. Maintenant, je comprends ce que je percevais. Pour se rendre sur place, il faut passer sous un petit tunnel. Ouais, c'est exactement ce que j'ai vu. Exactement ça. Bien que ses premières descriptions n'aient pas été concordantes, McMonigle est certain d'être au bon endroit. Rachel Curran est sur un belvédère avec vue sur le Dumbarton Bridge. Joe McMonigle est sûr de ses pouvoirs. Il n'est pas surpris du tout. Après tout, ce n'est pas la première fois qu'il fait ce genre de travail. Autrefois, le gouvernement des États-Unis a cru en lui. Sa mission consistait à espionner les ennemis de la nation et à fournir des renseignements sur des cibles militaires. McMonigle a fait partie du projet Stargate, autrefois classé top secret. Selon ses dires, ses collègues et lui auraient localisé des bases militaires cachées. Des bases situées à l'autre bout du monde. Nous sommes le 4 novembre 1979, en pleine crise des otages en Iran.
C'est le début d'un cauchemar de 444 jours durant lequel l'Amérique tente désespérément de récupérer les otages en vie. Le gouvernement essaye toutes les solutions, depuis les techniques de renseignement traditionnelles jusqu'aux méthodes les plus inhabituelles, des agents soi-disant télépathes. Bien loin de l'Iran, ce baraquement insignifiant de Fort Meade, dans le Maryland, est le théâtre d'un programme de télépathie top secret, connu sous le nom de projet Stargate. Les États-Unis engagent des hommes qui affirment pouvoir ressentir des événements à des milliers de kilomètres. La CIA baptise cette nouvelle technique « vision à distance ». McMonigle aurait travaillé pendant 1 an en tant que voyant à distance sur l'affaire des otages. Ils nous ont montré des centaines de photos et nous ont demandé d'identifier les vrais otages. Les voyants devaient ensuite rassembler des informations sur les otages et leur situation. On devait voir leurs conditions de vie. On essayait de découvrir dans quelle pièce se trouvaient les otages. On évaluait leur état de santé. On cherchait qui étaient leurs ravisseurs, quelles armes ils possédaient. McMonigle soutient que les descriptions de son équipe ont été confirmées. La CIA commence à exploiter la vision à distance quand elle invente des expériences de télépathie soviétique. Elle charge alors Al Puthoff du projet. La technique sera utilisée pendant plus de 20 ans. Des responsables de la CIA sont venus me dire qu'ils me cherchaient. J'ai demandé pourquoi. Ils ont répondu, selon la rumeur, l'Union soviétique pratiquerait depuis plus de 10 ans des recherches approfondies sur le pouvoir de l'esprit. Elle a énormément investi là-dedans. On n'a aucun moyen de vérifier cette info et on cherche quelqu'un pour mener des recherches pour nous. Je suis physicien quantique. Alors, l'idée qu'il y ait une théorie scientifique sur la conscience qui n'ait pas encore été étudiée chez nous, ça m'a beaucoup intéressé. Puthoff réunit alors une équipe et entame des expérimentations sur la télépathie et la vision à distance pour le compte de la CIA. On travaillait ici, dans ce bâtiment sécurisé, au niveau du laboratoire de radiophysique. C'est là qu'on faisait nos recherches. Des anciens voyants à distance racontent qu'ils se concentraient sur un autre esprit humain appelé agent, qui se trouvait sur les lieux de l'investigation. C'est comme s'il y avait une porte entre vous et la scène et que vous perciez un petit trou dans la porte. Vous avez alors un aperçu de ce qui se passe. Puis vous percez un autre trou et vous avez une autre vision. Chaque trou est comme une perception subliminale qui vous permet d'entrevoir rapidement quelque chose. Vous continuez à percer des trous et la porte finit par s'effriter. Finalement, vous avez une très bonne vision de la scène. On ne sait pas ce qui permet la transmission des informations depuis la cible émettrice. C'est peut-être de la télépathie. Il y a une communication d'esprit à esprit entre la personne qui émet le signal et celle qui le reçoit. Bien sûr, cela sous-entend qu'il faut que quelqu'un soit présent sur le site visé pour jouer le rôle de l'agent. Mais il était difficile d'envoyer des hommes en URSS. Finalement, les voyants à distance ont trouvé une solution un peu bancale. Ils se sont passés de l'esprit émetteur et l'ont remplacé par rien. Ils se concentraient simplement sur le plan du site. Un grand pas était franchi. On est passé d'une tentative de télépathie à quelque chose qui se rapproche de la clairvoyance. Mais les voyants à distance étaient toujours persuadés de leur efficacité. On est passé de la transmission de pensée avec une personne émettrice à de la clairvoyance à partir d'un plan. Cela peut sembler être un fossé impossible à franchir, mais nous progressions de manière empirique. Si nous voyions un résultat, peu importe qu'on ne le comprenne pas. On ne savait pas comment ça marchait, mais les résultats étaient là. On suivait cette piste jusqu'au bout.
on a demandé aux voyants de se concentrer sur des installations soviétiques à Semipalatinsk, au Kazakhstan. Selon Putov, les résultats étaient remarquables. On a poursuivi notre expérience pendant environ 1 heure. On décrivait la disposition des installations. On a découvert que l'élément le plus frappant de ce site, c'était une immense grue montée sur rail qui enjambait les immeubles. Elle était si grande que ses roues faisaient 2 fois la taille d'un homme. Voici à quoi ressemblait vraiment le site. On ne s'était pas trompé, il y avait bien une immense grue qui chevauchait les immeubles. Mais depuis que cette première vision a été rendue publique, la description du site a été maintes fois contestée. Pourtant, pour McMoneagle, la télépathie est une réalité. Il en a même fait un business et loue ses services de vision à distance à des compagnies commerciales. Je vais vous donner une comparaison. C'est comme si on vous mettait dans une pièce obscure. Vous n'y voyez rien du tout, il fait complètement noir. Vous ne voyez même pas vos mains. D'un coup, une ampoule s'allume et tout s'éclaire. Vous apercevez une pièce remplie d'objets. Puis, vous vous retrouvez de nouveau dans le noir total. On vous demande « Vite, dites-moi où vous êtes ». Est-ce que vous pouvez l'expliquer scientifiquement? Non, on n'en est pas encore là. McMoneagle nous raconte une de ses missions. Le Conseil de sécurité voulait savoir ce qui se passait dans un grand bâtiment au nord de l'URSS, à Severodvinsk, une ville portuaire de la mer Blanche. Je devais décrire ce qui se passait entre ces murs. J'ai vu 2 grands cylindres qu'on soudait l'un à l'autre. J'ai vu des missiles inclinés et un système de direction unique. Tout ça se passait à côté d'un sous-marin de taille normale qui semblait minuscule à côté de celui qui était en cours de construction. Pour moi, c'était une nouvelle génération de sous-marins géants. Il était 2 fois plus grand qu'un sous-marin normal. McMoneagle aurait découvert que ce bâtiment n'était autre qu'un chantier de sous-marins, bien qu'il se situait à 800 mètres de la mer et loin de tout cours d'eau. Selon lui, la preuve en fut donnée quelques mois après. Une centaine de jours plus tard, un gros bulldozer est arrivé et a percé un canal jusqu'à la mer. Ils ont lancé le plus grand sous-marin du monde, le Typhoon. Ils le surnommaient queue de castor parce qu'il était très large à l'arrière. On m'a attribué la médaille du mérite. C'est l'une des plus hautes récompenses que l'on puisse accorder à un militaire en temps de paix. C'est avant tout pour mes dons de vision à distance que j'ai été récompensé. Voici la médaille. Malgré les affirmations de McMoneagle, la vision à distance en laisse plus d'un perplexe. En 1995, la CIA a commandé un rapport sur ce programme. L'un de ses auteurs y critique la méthodologie expérimentale de l'équipe. Selon lui, rien ne prouve que l'effet constaté soit le fruit d'une vision à distance. Le rapport ne trouve aucune preuve que la vision à distance ait vraiment été efficace, ni même qu'elle ait permis de rassembler des renseignements utiles. Après plus de 20 ans de service, le programme est officiellement interrompu. Depuis la fin du projet Stargate, les scientifiques ont poursuivi leurs recherches sur la télépathie. Certains pensent désormais avoir trouvé quelle partie du cerveau serait stimulée lors d'une expérience télépathique. Pour cela, il faut aller fouiller au centre névralgique de notre cerveau.
cerveau humain contient en moyenne 100 milliards de neurones. Il peut stocker des souvenirs de lieux, de personnes, de sensations et de pensées pendant toute une vie. Mais peut-il transmettre des pensées par télépathie? Que peut-il nous révéler sur la télépathie, si télépathie il y a? L'université de Bastyr, près de Seattle, se consacre à l'étude de la médecine naturelle et alternative. Des chercheurs tentent d'évaluer ce qui se passe dans le cerveau quand on essaye de communiquer par télépathie. Aujourd'hui, les cobayes sont une mère et sa fille. On commence par placer chacune d'elles dans une pièce isolée et insonorisée. Elles sont reliées à un électroencéphalographe qui mesure les ondes électromagnétiques de leur cerveau. Elles sont équipées d'une sorte de bonnet de bain muni d'électrodes qui captent les ondes à divers points du crâne. Jorga, l'émettrice, va tenter de transmettre des signaux télépathiques à sa fille Ingrid dans la pièce voisine. On leur passe un gel conducteur sur le crâne pour permettre aux électrodes de mieux capter les signaux du cerveau. Avant le début de l'expérience, Jorga et Ingrid se détendent en pratiquant la méditation. Selon les chercheurs de Bastyr, cela permet au cerveau d'entrer dans ce qu'on appelle l'état alpha. C'est l'état d'un cerveau totalement détendu en état second. La mère émettrice reçoit un stimulus visuel sur un écran vidéo, un motif d'échiquier qui change brutalement. Les petites irrégularités des tracés au bas de l'électroencéphalogramme représentent le moment où le motif change. 100 millisecondes plus tard, le cerveau de la fille semble s'activer. Est-ce une réaction au changement de motif dans la pièce à côté? La stimulation visuelle du cerveau de la mère a-t-elle vraiment provoqué une activité des ondes cérébrales de la fille? Ces deux manifestations ne sont-elles que pure coïncidence? Des analyses statistiques des résultats indiquent que pour un petit nombre de personnes, ces effets ne sont sans doute pas le fruit du hasard. Les scientifiques de Bastyr acceptent désormais que le cerveau de certains récepteurs réagisse de façon inexplicable à un autre esprit. Le professeur Clark Johnson, impliqué dans ces recherches, s'est d'abord montré incrédule. J'étais un des chercheurs les plus sceptiques du groupe. Je ne pouvais pas croire aux résultats qu'on obtenait et je demandais toujours qu'on recommence. Mais au bout d'un moment, je ne voyais vraiment plus quelle erreur on avait pu faire et je ne vois toujours pas. On retente l'expérience en soumettant la réceptrice à une IRM. Réagira-t-elle de nouveau quelques millisecondes après le changement de motif? L'IRM suggère que dans certains cerveaux, l'aire de la vision est stimulée. Cela ne pourrait être qu'un hasard. Mais dans le cas contraire, cela signifie-t-il que cette aire du cerveau réagit à un signal télépathique? Nous revoilà à San Francisco pour assister à la rencontre de l'agent et du percipient. Bonjour, ravi de vous rencontrer. McMonigal est-il parvenu à décrire correctement le site? Voilà ce qui s'est passé. À 10h30, j'ai dit qu'il y avait un passage qui menait à un site incurvé. On aurait dit un tunnel, très sombre sur la droite. C'est par là que vous êtes arrivé. J'avais sans cesse l'image d'une masse qui surplombait la scène, comme le tablier d'un pont. C'était énorme, mais je n'arrivais pas à me concentrer dessus, parce que le tunnel revenait toujours. Alors j'ai fait une petite pause, et j'ai eu une vision du sol, une étendue dégagée. C'était une surface très lisse faite de gravillaux de pierre. J'avais l'impression qu'il n'y avait rien, le néant, le vide.
En gros, on flotte dans le vide. Ensuite, on commence à inventer des choses. McMonigle est intimement persuadé qu'il a su décrire de nombreux détails du site. Mais n'a-t-il pas modifié légèrement sa vision a posteriori ? Ces descriptions étaient peut-être suffisamment vagues pour pouvoir correspondre à toutes sortes d'endroits différents. Revenons un instant en arrière. D'abord, McMonigle passe sous le tunnel. C'est exactement ce que j'ai vu. Ouais, maintenant, je comprends ce que je percevais. C'est exactement ça. Maintenant, je comprends. Il pense avoir bien décrit l'arrivée de Curran et son environnement immédiat. Pourtant, il n'a pas mentionné ni identifié l'élément clé du site, le Dumbarton Bridge. C'est classique. Il y a des choses qu'on voit et d'autres qu'on ne voit pas. Et que dire de la petite expérience d'Ed May ? Revenons-y quelques instants. May a utilisé un deuxième jeu de photos. Il ne disposait d'aucune indication. Mais l'expérience n'a pas été menée de manière scientifique. On ne peut donc être sûr de rien. Et bien évidemment, rien ne dit que son choix n'a pas été une simple coïncidence. Lors de sa vision, McMonigle a décrit une étrange œuvre d'art. Il y avait une œuvre d'art, mais je n'arrivais pas à voir ce qu'elle représentait. C'était peut-être ces images. Ah oui, peut-être. Cette vision me revenait sans cesse. Peut-on prendre pour preuve la vision de Joe McMonigle ? Malheureusement, non. Pour qu'une expérience soit jugée scientifiquement valide, elle doit être contrôlable, mesurable et reproductible. Or, le test de McMonigle n'est rien de tout ça. Et même sans parler de science, le simple bon sens nous fait douter des résultats. Le choix des sites par Curran n'a sans doute pas été totalement aléatoire. On aurait par exemple pu choisir des sites qui ne sont pas typiques de la région, comme un parking ou une église. McMonigle a peut-être seulement eu de la chance en décrivant un tableau général qui aurait pu correspondre à bien d'autres endroits. Ce test est loin de fournir la preuve que la télépathie existe. Et que penser des autres expériences ? On a assisté à des phénomènes inhabituels qui semblent défier les lois de la science. Les jumeaux qui se transmettent des sensations. Fascinant, certes, mais est-ce vraiment concluant ? Les réactions des jeunes femmes étudiées en conditions de laboratoire. Là encore, les scientifiques ne sont pas d'accord. Alors, évidence ou coïncidence ? L'ancien espion chargé de découvrir un site secret. Franc succès ou simple coup de chance ? La mère et sa fille dont les cerveaux semblent communiquer en l'espace d'une milliseconde. Télépathie ou vue de l'esprit ? Certains éléments semblent probants, mais ils ont de grandes chances de n'être que les fruits du hasard. Et même si l'on accepte ces faits, nul n'est capable de les expliquer. Jusqu'à ce qu'on en trouve une preuve irréfutable, la télépathie restera une science occulte, marginale. Fascinante, d'accord, mais une science exacte ? Sûrement pas.